Alors, donc, merci à vous d'être présents sur cette première table ronde, deuxième édition de VineÉquipe, et première fois que nous montons conjointement avec les organismes de formation et les structures de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'impliquent dans les métiers salariés de la vigne et du vin, en tout cas dans tout ce qui est découverte, métier, formation et emploi vigne et vin en Bourgogne, donc autour de ce pôle Work in Wine. Donc nous vous avons invité aujourd'hui afin de créer un échange dynamique, bienveillant, autour de valeurs qui peuvent sembler parfois s'opposer, d'autres fois se retrouver entre les recruteurs, donc les professionnels qui ont des emplois à pourvoir, et les salariés ou futurs salariés en l'occurrence, parce que nous avons à notre table 4 étudiants. L'idée étant de voir si effectivement on a tant de choses qui nous font être pas forcément d'accord, ou si au final il n'y a pas des solutions pour qu'on se retrouve et qu'on travaille tous ensemble. Nouvelle génération avec les anciennes, ou en tout cas les méthodes actuelles. Donc je vous inviterai chacun et chacune à bien prendre le micro quand vous parlez, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre intervention qui est captée en vidéo, qui sera retranscrite sur la chaîne YouTube de VineÉquipe. Donc du coup, la meilleure méthode, c'est vous caler le micro contre le menton, et normalement ça passe bien. Ok ? Donc voilà, cette table ronde est co-animée par Vita Bourgogne et la Pessita. Donc Emeline Nussmann, chargée du programme Vita Bourgogne, et Olivia Gérardin, chargée de conseils RH, autant auprès des candidats que des recruteurs pour la Pessita. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci Laurane. Du coup, si vous voulez bien, on va commencer cette table ronde en vous laissant la parole, c'est le but. C'est mieux. L'idée, c'est que vous puissiez réfléchir en fait dans un premier lieu à une attente pour le coup que vous auriez, donc soit pour votre futur employeur, soit pour votre futur salarié. Voilà, quelque chose. Donc une première idée, comme ça, on va débuter un petit peu par un brainstorming. Je vois que ça vous inspire. Donc il faut prendre les micros pour s'exprimer. Qu'est-ce que je fais? Répondre à la question. Ça marche? On vous écoute, Monsieur Jousseau. Je me présente. Oh oui, si vous voulez, allez-y. Baptiste Jousseau, coopérateur viticole dans le Nord Mâconnais, sur une cinquantaine d'hectares. On est une équipe d'à peine 10 personnes, donc on embauche plutôt pas mal, que ce soit en permanent, semi-permanent et occasionnel. Donc, après, j'écoute les questions. Du coup, la question, c'est quelles seraient en fait vos attentes par rapport à vos futurs salariés. Alors, j'imagine qu'effectivement, selon le poste, ça ne va pas être les mêmes attentes, mais peut-être qu'on peut partir sur des idées un petit peu générales. La première chose qu'on regarde déjà, c'est quand même le CV. Après, nos attentes, c'est l'intérêt dans le métier qu'on fait, évidemment. C'est pas toujours le cas. Un occasionnel n'est pas forcément passionné de ce qu'il fait. Il y a les deux. Et dans les permanents, l'idée, ce serait qu'ils soient volontaires, solidaires, surtout, parce qu'on est quand même une équipe, ils sont souvent par groupe de 3, ou des fois on est tous ensemble. Aider le dernier arrivé, qui peut être en période d'essai, qui peut être pas tranquille, à l'aise du départ. Donc c'est surtout ça, et appliqué et intentionné dans ce qu'il fait. D'accord. Donc je note que vous me parlez de deux choses qui sont quand même essentielles. C'est déjà, vous me parlez d'éléments de motivation. Alors la motivation, c'est un vrai sujet. Alors oui, on est tous motivés par quelque chose du coup, mais précisément par quoi on est motivé. Et quand on est salarié ou quand on est candidat à l'emploi, comment on exprime sa motivation. Vous voyez, ça c'est la suite en fait voilà, parce que vous me dites qu'il soit intéressé, d'accord, mais comment lui il le manifeste, comment il vous montre, par exemple le jour de l'entretien, donc un peu en amont, qu'il est intéressé. C'est pas vraiment à l'entretien qu'on le ressent, c'est plus dans la période d'essai. C'est dans la pratique. D'accord. Parce qu'à l'entretien, on peut dire ce qu'on veut, ou être très persuasif, ce qu'on veut. On peut laisser entendre ce que veut entendre l'employeur. Et
on se rend compte que des fois, quand on sort de l'entretien, oh, il est super, c'est génial, et les 2 premières semaines, c'est bien, et au bout de 4 mois, on fait, ah d'accord. Donc un vrai attrait pour le métier, pour le Oui. coup. Et du coup, après, C'est des métiers passion, donc il faut vraiment, ça se sent tout de suite. On le voit, s'il vient à la traîne le matin, s'il est enthousiaste, si on lui donne envie d'être enthousiaste aussi. c'est ce que j'allais dire en fait. C'était la suite de ma question, c'est de dire comment du coup, et là on va peut-être laisser la parole aux futurs salariés, c'est comment, qu'est-ce qui vous donne à vous envie de vous lever le matin justement, puisque c'est ce que vous avez dit, d'aller au travail, de vous sentir bien. Quels sont les éléments en fait de motivation? Et là pour le coup, on est vraiment sur les attentes. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est avant tout, je pense, une bonne cohésion d'équipe et une bonne ambiance au sein d'une équipe de travail, que le travail ne soit pas une peine et du coup le souhait de vouloir s'impliquer dans une entreprise ou dans le travail. Parce que la cohésion d'équipe, de mon point de vue, c'est un point primordial, et s'il y a des tensions ou s'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, ça peut décourager ça peut me décourager de vraiment s'impliquer plus au sein de l'entreprise. Donc là, c'est chouette parce qu'on voit que finalement, il y a des éléments qui vous rassemblent tous les deux, en fait, qui sont pour moi ce que j'appelle les valeurs, en fait. Là, quand vous parlez de s'entraider, d'avoir une cohésion d'équipe, d'être ensemble, là, on est vraiment sur les valeurs. Donc ça, pour le coup, on voit que finalement, vous n'êtes pas tant éloigné que ça, au niveau des attentes. Est-ce que peut-être Monsieur Marion voulait prendre la parole sur vos attentes à vous? Merci. Bonjour, donc Eric Marion, je représente donc la maison un peu plus près. Voilà. Donc je suis directeur des ressources humaines au sein de la maison Louis Jadot. Donc la maison Louis Jadot, c'est un peu plus de 200 hectares de vignes, alors en partie en Côte d'Or, 120-130 hectares, une présence également en Beaujolais, en Mâconnais, avec des domaines. Et puis en termes d'effectifs, à peu près 80 salariés sur le site, sur les sites qui sont à Beaune, et je dirais que, à peu près vous doublez pratiquement l'effectif si on rajoute les effectifs viticoles aussi bien sur la Côte d'Or que les équipes beaujolaises et mâconnaises. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de nos futurs collaborateurs? On attend, alors monsieur l'a très bien dit tout à l'heure, je crois qu'un élément essentiel, c'est d'aimer son métier, c'est d'aimer ce qu'on va faire. Puis c'est également l'engagement qu'on va mettre, c'est le prolongement, j'allais dire, de cela, c'est l'engagement qu'on va mettre dans son travail. Voilà, alors ça évidemment c'est deux qualités, j'allais dire, qu'on va essayer d'identifier au-delà bien sûr des qualités spécifiques au poste pour lesquels on va recruter. Voilà. Après, les attentes plus spécifiques qu'on peut avoir dans le contexte actuel, ce sont des attentes surtout d'avoir des candidats, parce qu'on est sur un marché de l'emploi qui est de plus en plus resserré, et ça c'est un petit peu peut-être conjoncturel, mais c'est quand même une réalité avec laquelle on compose aujourd'hui. Et donc la difficulté, c'est aussi d'attirer du monde, d'être visible et de trouver les compétences dont on a besoin dans des métiers qui peut-être dont l'attractivité aujourd'hui est peut-être un petit peu questionnée. Notamment sur les métiers de la vigne en particulier. Et d'où le travail après du coup sur les éléments de motivation, mettre en valeur finalement aussi, mettre en avant les valeurs de l'entreprise aussi, parce que pour le coup la motivation elle peut être sur un domaine d'intérêt, donc la nature, les vignes, voilà, mais après la motivation elle peut être aussi sur finalement je me lève le matin, et c'est tout de suite ce que vous avez mis en avant, je suis content parce que je sais que j'arrive dans une équipe où je me sens bien, ou même où on rigole, où on s'entraide, où ça se passe bien. Donc du coup, voilà, peut-être une mise en avant de ces éléments-là, plus spécifiquement dans les offres. Par exemple, je ne sais pas si vous le faites, on avait une question toutes les deux, c'était de dire, alors peut-être que vous allez pouvoir y répondre tous les trois, c'était, il y a 2 offres d'emploi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y en a une sur laquelle vous avez envie de vous positionner, ou pas, à l'inverse, parce que pour le coup, savoir ce qu'on veut, c'est pas toujours évident, mais savoir ce qu'on veut pas, des fois, c'est plus facile. Je vais prendre la parole. Merci. Déjà, entre 2 offres d'emploi, pour crever l'abcès, il y a déjà le salaire proposé, qui est quand même quelque chose d'assez important, surtout aujourd'hui. Et après, c'est surtout, pour mon cas personnel, mais je pense dans la filière, on est beaucoup à être comme ça, c'est chercher un travail aussi diversifié. Dans le monde de la vigne, on fait souvent beaucoup de choses très diversifiées au niveau des pratiques, donc en fonction de la période de l'année, de l'endroit où on est, qu'on soit en vigne, en cave, même en vente, ou
ou en voilà, gestion d'équipe. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir toujours quelque chose de différent à faire pour pouvoir s'enrichir déjà au niveau des compétences, parce que nous, on va sortir d'études, donc on apprend plein de choses, mais au niveau pratique, technique, on a peu d'expérience, à part donc les stages ou des alternances par exemple, mais c'est vraiment en pratiquant qu'on va se former et qu'on va apprendre vraiment des compétences. Et plus on fait de choses, plus on peut apprendre, donc plus on a la possibilité d'apprendre et de faire différentes choses. Donc c'est vraiment ce que je recherche, surtout en début de carrière, quoi, pour avoir un éventail de compétences le plus fourni possible. Donc du coup, juste je rebondis, là je prends vraiment ma casquette APCITA offre d'emploi. C'est intéressant du coup que ces éléments, vous puissiez les retrouver dans les offres d'emploi. Et c'est vrai que du coup, vous avez parlé de diversité des tâches. Vous, c'est quelque chose qui vous attire. Au contraire, selon les profils, il y a des gens qui vont aimer des choses un peu plus routinières. Donc une bonne offre d'emploi, c'est une offre vraiment où les éléments là sont précisés. Et du coup, c'est aussi une offre qui attire, mais qui peut repousser aussi du coup des profils qui sont moins intéressés par les postes. Oui, donc là, en fait, on a une notion aussi de polyvalence, clairement. Et voilà, en tant qu'employeur, oui, est-ce que vous, la polyvalence, ça vous paraît aujourd'hui indispensable? Est-ce que c'est ce que vous essayez de retranscrire dans vos annonces? Oui et non. Ça dépend des offres, ça dépend du poste recherché. Et des fois, c'est pas l'offre, au moment de l'offre qu'on va déterminer Enfin, c'est le premier jet, mais quand on fait l'entretien, on se rend compte de ce que la personne a proposé aussi. Et là, on peut peaufiner la tâche de la personne, qu'elle soit diverse, plutôt orientée. Dans mon équipe, il y en a qui aiment faire beaucoup de choses, il y en a qui aiment faire que de certaines tâches. Donc ça dépend vraiment du poste. Je sais que nous, il y en a, ils font que certains postes en hiver, ils veulent pas faire les autres, et vice versa. Bon, nous, on a de la chance, ils veulent pas faire les mêmes. C'est déjà pas mal, mais après, c'est pas chez tout le monde comme ça, quoi. D'où la bonne ambiance dans l'équipe. Oui, et puis alors au-delà de ce que les collaborateurs sont prêts à faire ou pas, et ça, bon, ça peut faire l'objet d'un débat, mais il y a aussi ce que l'organisation peut proposer, parce qu'il y a des organisations qui, de fait, vont avoir besoin de s'organiser de telle manière que certaines passerelles ne seront pas toujours possibles. La passerelle, par exemple, vigne-vin, parfois dans certaines organisations, elle est plus difficile à organiser. Et donc, parce que les tailles de domaine ou la taille de la structure fait qu'à un moment donné, on a besoin d'une certaine spécialisation. Et il y a un travail, on va dire, sur l'une ou l'autre des parties qui est déjà assez conséquent et qui va déjà occuper grandement les collaborateurs. Alors avec de la polyvalence en plus à l'intérieur de ces métiers, parce que voilà, c'est pas uniquement changer d'univers, d'environnement. La polyvalence, elle est aussi à l'intérieur de ces métiers, soit œnologiques ou plus viti. Donc ça peut être effectivement une difficulté à laquelle certaines organisations ne pourront pas répondre parce que dans leur constitution, aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Alors, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, donc je pense qu'on y réfléchit, mais évidemment, on ne peut pas modifier une organisation comme ça du jour au lendemain. Je pense par exemple sur les stages, en tout cas notre maison propose un certain nombre de stages qui justement croisent un peu ces expériences à la vigne et à la cave. Donc ça c'est des choses qui sont possibles. Mais après dans la vie du domaine, enfin en tout cas de la maison, sur des métiers vraiment un poste en tant que tel, aujourd'hui effectivement les choses sont un petit peu plus segmentées. Je voudrais répondre aussi sur la remarque que vous avez faite, parce qu'après tout, vous avez eu le courage de le faire, et puis je ne voudrais pas paraître fuyant sur la question du salaire affiché. Je crois que le fait que pour les entreprises de ne pas afficher un salaire, il n'y a pas une peur ou une crainte. Enfin, il faut déjà raisonner. Il y a un aspect déjà extrêmement de logique de sélection, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se fermer des portes. Un employeur, quand il recrute, il peut laisser une certaine porte ouverte à des niveaux d'expérience très différents. Il peut se dire que sur un poste, il peut très bien accueillir quelqu'un de relativement débutant ou avec déjà une première expérience. Et donc forcément, le niveau de rémunération, à la fin, proposé, sera sans doute très sensiblement différent. Donc c'est aussi une prudence dans ce qu'on affiche, parce qu'on ne veut pas se fermer non plus trop de portes. Donc très souvent, les offres, il y a quand même des fourchettes de rémunération qui sont demandées. Voilà.
on focus pas non plus trop là-dessus parce que pour nous, on comprend, hein, d'un point de vue purement matériel, on travaille, c'est aussi pour gagner un salaire. Donc, mais ça ne doit pas être quelque part, la vision qu'on a, c'est que ça ne doit pas être non plus quand même le premier élément que vous venez chercher quand vous regardez une offre. Moi, on attache du prix en tout cas à ce que déjà le descriptif de la mission soit clair, précis. C'est parfois un sujet qui fait débat entre nous parce que est-ce qu'il faut être dans le détail, pas dans le détail. On a le sentiment que plus on donne d'informations sur l'entreprise et sur ce que la personne sera amenée à faire, plus précis sur les choses, en tout cas la personne pourra se projeter. Bon, parfois certains militent pour un discours plus ramassé, plus concis, parce que la communication aujourd'hui est comme ça, elle est plus aussi, ça va plus vite et on doit être sur des messages relativement courts. Bon, moi, je n'ai pas encore tranché le sujet. On essaie d'adapter. Ça dépend aussi parfois des supports. Mais la question de la rémunération n'est pas une question que nous fuyons. Mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on veut garder quand même une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça. Et c'est une discussion qui, normalement, intervient plutôt en entretien. Et je trouve que ce serait dommage qu'on en fasse un critère, si vous voulez, de départ. Voilà. De la même manière que lorsque des candidats affichent des prétentions salariales sur un certain nombre de sites en ligne où vous avez des CV, pour moi, cette information du salaire n'est pas un élément a priori bloquant au démarrage pour examiner la candidature. Donc dans l'autre sens, il faudrait aussi que les candidats puissent se dire au fond, je vais avancer un peu, puis on verra après si effectivement on peut s'entendre. Merci Monsieur Marion. Après, pour revenir sur cette histoire des offres très développées ou pas, je dirais qu'un bon juste milieu d'information, nous on se rend quand même compte, pour le coup, pour vraiment diffuser des offres assez régulièrement, qu'une offre d'emploi quand même où il y a vraiment des précisions sur la mission va être beaucoup plus consultée et il y aura plus de candidatures sur les offres. Et là, il y a des études qui sont sorties. Je crois qu'à l'APEC, ils disent qu'il y a à peu près 25% de candidatures en moins sur une offre où il n'y a pas d'informations sur le salaire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il y a une histoire de fourchette, en fait. Parce que, bien évidemment, que selon le profil qui va se présenter, on va adapter. Mais c'est vrai qu'une fourchette, c'est important. Et puis... Moi, je vois beaucoup de candidats et je dirais que peut-être chat échaudé craint l'eau chaude, mais j'ai eu des candidats qui ont eu des fois des mauvaises surprises en entretien, justement, en parlant rémunération. Donc peut-être que voilà, ceci explique cela. Alors c'est quoi la mauvaise surprise ? Donnez-moi l'illustration. Une fourchette de salaire, enfin une rémunération extrêmement basse qui n'est pas à hauteur du poste, par exemple, quoi. Et du coup, derrière, le candidat peut se dire, oui, mais pour moi, c'était de l'investissement, ce recrutement, je suis venue en entretien et on me propose ça et j'ai l'impression qu'on se moque un petit peu de moi. Enfin, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais voilà. J'ai eu certains échos. Je pense pas qu'on se moque, c'est ce que me disait mon voisin. Quand on fait un entretien d'embauche et qu'ils ont une prétention salariale en arrivant, et des fois, s'ils ont déjà eu un emploi avant et de l'expérience, on réagit différemment. Et aujourd'hui, le plus compliqué pour nous, en tout cas, c'est la patience de la personne qui vient de monter en fonction de son expérience et pas en fonction que de son diplôme. Et ça, c'est compliqué. C'est tout à fait aussi, ce que je c'est pareil en arrivant. Dans les recrutements, c'est tout à fait ce que je préconise. Et je dis, alors peut-être que les choses, elles sont renégociables à 6 mois, à 1 an. Parce que l'idée, c'est bien évidemment aussi de montrer patte blanche, de montrer que je suis motivée, que dans la durée aussi, ça s'inscrit cette motivation, que je suis persévérant. Il faut démontrer physiquement ce qu'on a fait et pas hésiter à communiquer avec son supérieur ou son patron. La communication, c'est quand même la clé. Et du coup, c'est génial parce que ça me permet de passer à la suite. Une fois que j'ai recruté quelqu'un, on voit que quand même, finalement, il y a des attentes qui vous rassemblent. Une fois que j'ai recruté quelqu'un ou une fois que je suis embauchée, du coup, quelles sont mes attentes en fait ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de rester ? Et puis, les entreprises, qu'est-ce que je mets en place justement pour faire rester les nouveaux salariés ? Alors déjà, pour faire rester... Je suis étudiant aussi, donc forcément on va sortir d'un diplôme, on va dire, un peu valorisant pour nous. Mais je suis fils de viticulteur aussi, donc je vois un peu comment ça se passe. Et en fonction des salariés, moi j'aime bien que ça se passe très bien dans l'entreprise, que dans ce que je fais, ça m'épanouisse, faire plein de choses différentes. Et qu'à la fin, même, je dirais, le produit final que l'entreprise produit, ça soit valorisant. Je ne veux pas me dire que...
si certains clients refusent d'acheter le produit parce qu'il n'est pas à la hauteur, ben, je me dirais, ben, en fait, mon travail, il ne m'apporte pas, les gens ne sont pas contents de ce que je fais, etc. Donc j'aimerais vraiment qu'à la fin, le produit que les viticulteurs proposent soit un plus et valorisant dans la recherche d'emploi, pour nous, sortant d'une formation. Donc pour vous, Mathis, si je comprends bien, la qualité du produit, en fait, ça donne du sens, en fait. C'est un élément de motivation dans votre travail au quotidien. Super, merci. Et donc je veux juste souligner que c'est très bien d'entendre cela parce que c'est effectivement ce qu'on essaie de mettre en avant aussi, voilà, la qualité du produit, la qualité du travail, la réflexion qui est menée aussi pour le sens dans lequel on veut faire évoluer les choses aussi. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui vers l'agriculture biologique, etc. Il y a beaucoup de choses qui, je pense, intéressent aussi maintenant les gens qui viennent dans les entreprises. Et donc ça, effectivement, c'est une motivation essentielle. On essaie de mettre ça en avant dans nos annonces. Après, pour répondre à votre question, donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a recruté ? Le recrutement, en fait, il ne s'arrête pas au moment où on a donné au candidat, si vous voulez, la réponse, c'est vous qu'on a retenu. Quelque part, c'est aussi toute la phase d'accueil, c'est toute cette partie-là, et donc ça, c'est primordial. Donc il y a différentes manières, j'imagine, de le gérer. Chez nous, en général, c'est une information qu'on partage en interne. On annonce l'arrivée de la personne, on explique un peu quel était son parcours. On prévoit un circuit d'intégration qui va lui permettre de rencontrer un certain nombre de personnes clés, en tout cas avec qui elle sera amenée à travailler. Donc c'est l'occasion déjà un petit peu de comprendre les interactions qu'elle aura avec ces différents interlocuteurs de l'entreprise. Et puis c'est plein de petites attentions en tout cas qui vont cheminer tout au long de son arrivée. Ce qu'on essaie de faire aussi, alors c'est encore pas généralisé, mais c'est de profiter aussi de l'arrivée de quelqu'un comme ça de nouveau pour lui demander aussi quel est son regard sur l'organisation. Il arrive avec un œil neuf. Donc ce qui se fait, c'est parfois de demander un rapport d'étonnement. Alors je disais, c'est pas encore fait de manière systématique parce que c'est pas encore ancré tout à fait dans les habitudes, mais on se rend compte que ça peut être précieux parce que ça permet de mesurer justement un peu l'écart entre le discours parfois qui est tenu sur la manière dont on perçoit notre entreprise, la manière dont on la présente, et puis la réalité, le candidat, la manière dont il va le vivre quand il va nous rejoindre. Donc ça, c'est toujours intéressant de recueillir ce genre d'impression. De sentir si finalement l'accueil a été à la hauteur, s'il a manqué des choses, Donc ça fait partie de cette phase d'accueil. Et puis je dirais qu'aussi, c'est mettre à profit la période d'essai, non pas comme quelque chose qu'on doit voir de manière juridique, comme avec éventuellement la sanction, si ça ne marche pas, je mets fin au contrat. La période d'essai, c'est aussi le moment de voir comment je m'intègre dans le poste, et c'est de pouvoir aussi pour le manager corriger, apporter aussi les conseils pour que les choses se déroulent bien. Donc c'est s'intéresser à ce qui se passe pendant la période d'essai. Ce n'est pas une période qu'on laisse couler avec une deadline où on se dit tiens, on arrive à la fin de la période d'essai, qu'est-ce qu'on fait ? On garde ou garde pas ? C'est pas ça. La période d'essai, c'est vraiment un temps pendant lequel on s'intéresse à son collaborateur, à la personne qui vient d'arriver, et on regarde si elle a besoin de quelque chose pour s'emparer du poste qu'on vient de lui confier. Oui, c'est vrai qu'on constate que du coup, vous parlez d'intégration, présenter la personne, accueillir la personne correctement. Du coup, ça va participer aussi à ce que vous disiez dans le futur, à la cohésion d'équipe. Et donc, du coup, un levier de motivation qui fait qu'on va garder aussi ses futurs collaborateurs. Est-ce que, Baptistin, vous voulez vous exprimer peut-être pour compléter les propos ? Du coup, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient de se dire. Après, moi, donc, je sors également d'une famille de vignerons dans le Beaujolais. Et c'est peut-être plus un aspect de pénibilité. Parce que, à vrai dire, moi, j'ai 20 ans. J'ai déjà donné dans les boulots, on va dire, à la con, désherbé avec 15 litres sur le dos. Donc, la motivation et la passion est là. Mais c'est plus cet aspect-là qui va m'orienter, on va dire. Qu'est-ce qu'on pense ? Pour moi, si je peux prendre la parole, pour moi, après, il y a l'innovation dans l'entreprise. Je sais que chez moi, ça se passe souvent comme ça. J'aime bien avoir donner mon avis, donner quelque chose qui importe un peu le patron et pouvoir créer d'autres choses, améliorer la situation. Vraiment pouvoir développer dans un sens l'entreprise, pouvoir vraiment la pérenniser. Et franchement, je trouve vraiment ça important d'avoir un dialogue entre le patron et le salarié pour vraiment savoir le point de vue des deux et trouver vraiment un accord commun. Alors peut-être la période de test, d'essai,
peut peut-être permettre à ces discussions, cet échange là-dessus peut-être. Oui, et du coup, c'est ce que vous disiez, Monsieur Marion, quand vous parlez de rapport d'étonnement. En fait, du coup, c'est ce que je me disais, et après, j'ai perdu le fil de mes idées, donc merci de m'avoir rappelé. L'idée, c'est que je me disais qu'en fait, moi, j'interviens beaucoup dans les classes, donc je vois pas mal d'étudiants, voilà, en BTS, en licence ou même en école d'ingénieur. Et c'est vrai que souvent, ce que j'entends comme élément de motivation, c'est en fait, avoir la sensation en fait, que je suis écoutée, que mon point de vue compte, du coup. Et c'est ce que vous avez dit quand vous dites, voilà, pendant la période d'essai, je demande à la personne de me donner un petit peu son regard neuf sur l'entreprise. Je me dis, c'est une bonne façon de le faire, voilà, pour commencer en tout cas. Et du coup, après, tous les deux, vous avez parlé de ça. Donc oui, je pense que c'est un élément vraiment important aujourd'hui de motivation pour les nouvelles générations. Peut-être que c'est l'heure, non, je ne sais pas. Si personne n'a rien à ajouter, un commentaire peut-être, ou un autre point qui vous paraissait important d'aborder et auquel nous n'avions pas pensé. Voilà, on a parlé des candidatures, de l'entretien d'embauche, de l'intégration. Est-ce que, peut-être en matière de fidélisation, vous auriez aimé développer davantage sur le long terme? Comment on fait pour garder un salarié? Ou alors pour vous, qu'est-ce qui vous donne envie de rester sur le long terme dans une entreprise? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus envie de découvrir différentes expériences? Quelle est votre perception aujourd'hui de la façon de travailler sur le long terme ou pas? Et d'ailleurs, pour vous, qu'est-ce que le long terme déjà? Oui, c'est une vraie question. Eh ben alors, pour ma part, du coup, oui, je reprends la parole. Mais le long terme, pour moi, c'est vraiment... je suis encore jeune et tout, je sais. Et au début, j'aimerais vraiment acquérir de l'expérience. J'aimerais déjà partir à l'étranger pour voir un peu comment ça se passe dans les pays différents, etc. Donc vraiment bouger d'entreprise un peu au début, changer assez régulièrement pour voir ce qui se fait un peu ailleurs et acquérir de l'expérience. Mais après, sur le long terme, je suis un peu destiné à revenir sur l'exploitation. Donc après, forcément, je sais qu'une fois que je reviens, ça sera définitif et il n'y aura plus aucun moyen de changer. Donc je me dis qu'au début, vraiment acquérir de l'expérience un peu partout, voir ce qui se fait et après revenir et ne plus bouger jusqu'à la fin. Je peux vous poser une question. Est-ce que justement dans votre projet, vous incluez d'aller sur d'autres vignobles de France ou est-ce que vous voyez que l'étranger dans ce parcours d'expérience? Eh bien, pour ma part, je suis originaire de Champagne, donc déjà je suis dans un vignoble différent dans le Beaujolais. Mais oui, ça serait totalement possible d'aller en Bourgogne, Bourgogne du Nord, Bordeaux, Côte-du-Rhône, vraiment disponibilité de bouger vraiment partout. Merci. Alors peut-être pour conclure, ça va me permettre de rebondir sur une petite... une chose qu'on entend souvent en ce moment, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, on parle souvent de la marque employeur. Du coup, j'ai le sentiment en tout cas qu'autour de cette table, vous êtes quand même plutôt rapprochés finalement en termes d'attente. Enfin, je vois que les attentes sont assez... vont dans le même sens. Et du coup, c'est plutôt positif, mais c'est vrai qu'on entend plutôt le contraire en général. Et est-ce que finalement, le problème, ce serait pas une histoire de communication, en fait, voilà. Et du coup, quand je parle de marque employeur, c'est un bien grand mot, une bien grande expression. C'est ce que je cherchais, voilà. Pour dire finalement, communiquer sur ce que moi, je fais dans mon entreprise, comment je le fais, mais c'est quoi mes valeurs, et c'est peut-être ce qui manque, en fait. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et ça fait sens aussi avec ce que vous dites, Mathis, quand vous dites je vais bouger un petit peu et puis après je vais m'installer à un endroit. Mais moi j'entends aussi quand même beaucoup, et c'est vrai, c'est assez quand même particulier au milieu du vin, j'entends quand même beaucoup de jeunes qui disent j'ai envie quand même d'aller dans vraiment plusieurs endroits et de bouger beaucoup. Peut-être que finalement c'est aussi... faut accepter qu'en fait c'est des vraies attentes aussi de la part des nouvelles générations, et l'histoire de la marque d'employeur, ça se travaille aussi. Faut peut-être se dire que du coup les collaborateurs qui ne sont plus dans l'entreprise sont aussi pour toujours des ambassadeurs de l'entreprise, positivement, on l'espère. Voilà, en fait le travail peut-être aussi peut être fait dans ce sens-là en termes de communication.
Bon, juste peut-être pour réagir sur ce que vous dites sur la marque employeur, enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'un effet de mode. On peut toujours s'interroger dans les... C'est le mot. Voilà, tout à fait. Après, ce qu'on constate, parce que je suis issu d'une maison qui a quand même une certaine notoriété, une image, etc., c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, au fond, est-ce qu'on doit faire des efforts supplémentaires parce qu'on est déjà un peu connu, au fond, est-ce que donner le nom, ça suffit pas? Voilà. Évidemment, la réponse, c'est pas oui. Mais on ne sait pas toujours comment communiquer après sur, vous dites, les systèmes de valeurs. Oui, on peut dire ce en quoi on croit, ce que l'on fait, la qualité que l'on veut mettre dans le travail au quotidien. Après, il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à mettre en avant parce qu'on veut être aussi sincère. Alors, vous avez des fois sur des sites internet de grands groupes des valeurs qui sont affichées, etc. Elles sont sans doute très honnêtes dans leur démarche, mais je dirais qu'à l'échelle de PME comme les nôtres, c'est parfois des démarches qui, c'est pas qu'elles nous dépassent, mais des fois on se dit au fond, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ces mots? Est-ce que c'est pas plutôt par la pratique que l'on va finalement exprimer tout cela? Donc il y a une difficulté des fois à le formaliser, voilà. De même qu'à formaliser peut-être les avantages comment qu'il y aurait à rejoindre une maison comme la nôtre. Voilà, alors on est des fois tenté, est-ce qu'il faut mettre une liste de tous les avantages qui existent? On n'en voit pas toujours la nécessité. Voilà, donc c'est parfois un peu compliqué effectivement de rentrer dans dans cet exercice en fait de marque employeur. On ne sait jamais très bien si on en fait assez ou pas. Dans la communication, dans la présentation de nos entreprises. Oui, c'est vrai que c'est c'est une vraie question. Ça se réfléchit et ça se travaille. Je dirais trouver un juste milieu, c'est pas toujours évident. Et puis pour finir, comme vous parlez de liste, du coup, et peut-être qu'on conclura là-dessus, nous on a tendance à dire qu'une bonne offre d'emploi, mais du coup c'est aussi ce qu'on va dire de l'entreprise, c'est une offre, ou une entreprise qui attire, mais aussi qui repousse du coup les candidats. Voilà. C'est-à-dire que oui, la liste des valeurs, on peut pas avoir toutes les valeurs, donc quelles sont les plus importantes chez nous, et puis elles en attirent certains, et en revanche elles en repoussent d'autres, quoi, forcément. Oui, et puis les valeurs, on peut aussi avoir des valeurs et les travailler au quotidien parce que c'est jamais acquis. Donc je veux dire, on peut tendre vers un certain nombre d'idéaux, se dire voilà, ce sont nos objectifs et on sait que c'est un travail qu'on doit faire au quotidien, quoi. Il n'y a rien qui est véritablement figé. Et puis vous disiez tout à l'heure que les anciens salariés sont également des ambassadeurs, et ça je crois beaucoup à cela, c'est vrai. Et d'ailleurs je suis assez, alors pour le coup c'est pas une ancienne salariée, c'est une collaboratrice de la maison, mais sur le site Vita Bourgogne on a justement une collaboratrice qui avait justement donné son témoignage de métier, et je trouve que c'est intéressant d'aller l'écouter parce que ça s'est fait assez naturellement avec les équipes de Vita Bourgogne. Je crois qu'on n'est absolument pas intervenu dans le texte, etc. Mais je trouve que c'est le plus beau message qu'on puisse avoir effectivement de la part des équipes qui travaillent chez nous et du ressenti qu'elles ont en tout cas de collaborer dans une maison comme la nôtre. Voilà. Merci. Je vous remercie tous en tout cas pour vos témoignages, pour vos discussions, ces échanges. Ça a été vraiment très riche et intéressant, et on voit que en fait, vous n'êtes pas si différents. C'est surtout de la communication et après un peu de matching entre les personnalités. Voilà, je vous remercie beaucoup.